Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Et nous sommes le lundi 5 février. Alors, je vais demander aux internautes qui nous suivent de s'asseoir bien confortablement, de partager cette émission et de poser des questions, de participer à ce débat. Alors, je pense que c'est un débat récurrent, Olivier Segbo, parce que on voit beaucoup de chefs d'État, beaucoup de nos chefs d'État aller de sommet en sommet. Et la question qu'on se pose, mais après quoi ils courent, quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent à aller de sommet à sommet? Et mon invité, notre invité aujourd'hui, c'est un connaisseur de la chose, j'ai envie de dire, Kag Sanoussi. Bonjour Kag. Bonjour Eugénie, bonjour Olivier. Bonjour Kag. Bonjour. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance de vous avoir, Kag, dans cette émission. Ouais. Je vais le présenter. Oui. Tu le présentes, Olivier, ou je le présente? Oh non, c'est toi qui vas le présenter. Ok. Seigneur, Alors, c'est tout honneur. Mais je oui. voudrais dire une chose avant, c'est que nos auditeurs vraiment n'ont qu'à partager cette émission parce que je trouve que c'est une émission qui va compter de par la personnalité de celui que nous recevons. Eugénie. Oui. Alors, c'est pour moi quelqu'un d'incontournable lorsqu'il s'agit de parler de nos chefs d'État, de nos pays africains. Kag Sanoussi est l'auteur de plusieurs ouvrages. Je vais d'abord commencer par ce que vous devrez savoir. En tout cas, se procurer. OK. Kag Sanoussi a publié plusieurs ouvrages. Et son dernier ouvrage, qui est sorti en 2022, si je ne me trompe, Kag, s'appelle Agama, l'art de gouverner. C'est bien ça. C'est bien voilà. Ça, ouais. Et je pense que nos chefs d'État, effectivement, ils devraient aller à cette école de l'art de gouverner. Kag Sanoussi, donc, est président de l'Institut international de gestion des conflits, IIGC. Il est initiateur du concept de l'intelligence négociationnelle et il a une maîtrise de la pratique de la pensée centrale. Peut-être qu'on en parlera aujourd'hui. Alors, il a été directeur régional de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, et il a été directeur de la politique de la ville, de la jeunesse, du logement, de l'aménagement dans plusieurs collectivités. Kag, tu es actuellement directeur de cabinet au sein d'une direction régionale de l'État en France et membre du comité scientifique du groupe École de commerce de Lyon. C'est bien ça? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Bon, je suis directeur adjoint de cabinet. Sinon, je vais être en conflit avec la directrice de cabinet. Donc, exact. Voilà. Il faut remettre les choses à leur place. On va pas créer des diplomatiques. Oui. Mais pour moi, tu es à ta place aujourd'hui pour cette question. Qu'est-ce qu'ils ont, nos chefs d'État, à courir de sommet à sommet? Alors, Olivier, la première question. En fait, cette question nous a été posée par beaucoup d'internautes qui ne comprennent pas comment est-ce qu'un pays comme l'Italie, qui ne fait que 59 millions d'habitants, convoque l'Afrique. Convoque l'Afrique à Rome. L'Afrique, c'est quand même 1,2 milliard d'habitants. Et un pays de 59 millions le convoque et tout le monde vient pour écouter Madame Meloni, la présidente du Conseil, qui vient délivrer son programme et tout. Et quelque part, les gens se sont dit, mais attendez, nos États, qui y sont pour que dès qu'on claque des doigts, ils courent et viennent? C'est comme ça que, je dirais, le citoyen lambda, qui n'est pas fait au fait de toutes ces affaires, réagit quand il voit ça. Et donc, c'est pour ça, Eugénie, que nous avons cherché à comprendre, voilà, hein, comme tout le monde, à comprendre. Qu'est-ce qui fait courir nos chefs d'État? Il y a eu le sommet en Russie, le sommet de la Turquie, le sommet de la Chine, le sommet du Japon.
Hein? Je ne cite pas Japon, Afrique, bien sûr. Turquie, Afrique. France, Afrique. Italie, Afrique. Et bientôt, il y aura le sommet Il y a Grand-Bretagne. même eu Afrique-France, hein, il y a même eu le sommet Afrique-France. Mais oui, il y a eu Afrique-France, il y a France-Afrique, et il y a eu... Alors, Kag, est-ce que c'est un étonnement légitime? Oui, je pense que l'étonnement est légitime parce que chacun l'analyse en fonction de la lecture. Il y a une lecture première par rapport à ces situations, c'est que quand tout le monde voit, l'introduction que vous avez faite est pertinente. C'est comme si on disait que le roi se lève de son trône et il va dans un quartier pour discuter avec un habitant. Et donc, à première vue, ça peut heurter. Mais ça, c'est la première vue. Nous devons dépasser cette dimension. Parce que l'analyse que nous faisons, c'est que les chefs d'État en Afrique sont des hommes et des femmes comme vous et nous. Ah bon? Ce sont des... Oui, comment ça? tout à fait. Parce que nous n'avons pas l'exclusivité de penser utile l'intérêt de l'Afrique. Nous n'avons pas l'exclusivité de penser là où l'Afrique est respectable. Bien évidemment, comme nous disons, chaque autorité établie est légitime à être critiquée. C'est normal, parce que quand on ne peut pas accepter la critique, on ne peut pas être chef. La première définition d'un chef, c'est celui qui accepte d'être critiqué. C'est normal. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, dans l'analyse que je fais, c'est que ce n'est pas dire que les chefs d'État courent de pays en pays. C'est vrai que cette image-là peut heurter, mais je dis qu'au fait, il y a une stratégie, qu'elle soit verbalisée ou non, de chercher à imposer sur le chiquier international, renforcer, je dirais, l'influence des pays africains. Souvenez-vous, il y a à peine 20 ans, tous les chefs d'État africains avaient un seul sommet, c'est le sommet entre la France et les pays d'Afrique, quasiment exclusivement. Et nous avons vu également les gens dans la diaspora ou ailleurs se dire oui, mais cette relation n'est pas bonne, il faut changer, il faut ceci, cela. Ce que je pense, moi, c'est que il y a un début à tout. On dit pour se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Dans la diversification des relations partenariales, il y a un temps. Ce temps-là qui fait que ce qu'on pose ici ou là peut paraître incohérent à celui qui voit ça de loin. Souvenez-vous, il y a à peine 10-15 ans, la Chine était vue comme étant une usine de dernière qualité avec des produits de mauvaise qualité, sans considération, des chinoiseries. C'est comme ça qu'on en parle. Mais aujourd'hui, la Chine est quasiment l'une des grandes puissances économiques mondiales. Alors, ils ont fait le dos rond. Je me permets d'interrompre 2 secondes. Eugénie. Oui. On vient de dire que c'est comme si le roi se déplaçait pour aller dans un quartier discuter avec un citoyen. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je n'ai pas fini mon développement de raisonnement. Est-ce que ça veut dire que le roi est nu et que les États africains n'ont aucun pouvoir? Ben, je dirais même plus, ça veut dire que le roi est nul. Ah, non, quand même pas. Non, justement, dans la sagesse endogène africaine, le roi fait, c'est ce qu'on appelle le leader charismatique. Il fait ce qu'il faut faire et non ce qu'il doit faire. Parce que le commun peut penser qu'un roi qui descend de son trône, qui va saluer quelqu'un dans un quartier, on va dire, mais ce roi ne se respecte pas. Mais non, au contraire. Le roi qui va dans un quartier, il est toujours roi. C'est comme si vous avez un billet de 50 €, vous le sortez dans la poche, vous le froissez, vous le piétinez. Quand vous le reprenez, il est toujours un billet de 50 €. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas s'arrêter à la lecture première. La lecture première, comme vous et moi, ça peut heurter. Mais puisque je me dis que dans la vie, nous sommes tous un peu bêtes à 50%. Donc, on est tous intelligents au moins à 50%. On se l'accorde tous. Absolument. Donc, si on est tous comme ça, ce que nous pensons, souffrons de comprendre que d'autres peuvent le penser. Même s'ils sont dans une position aujourd'hui où ils doivent être critiqués parce que c'est le rôle d'un chef d'être critiqué, il y a lieu de penser que ces stratégies-là, vous verrez, en tout cas, c'est ce que je crois fondamentalement, que dans les 10-15 ans, tous ces sommets, vous verrez que ces sommets-là, s'ils doivent continuer, se passeront exclusivement sur les terres africaines. Vous verrez dans 10-15 ans. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie telle que je l'analyse, c'est un éventail qu'on ouvre. Ça permet donc de jauger, de se positionner, de créer des adhérences et pouvoir donc redéfinir sa carte. Donc, je pense aujourd'hui que c'est normal que les gens soient choqués, mais si nous devons faire une analyse de prospective, nous devons avoir la capacité d'accorder le doute.
De dire que, OK, peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais ce qu'il faut, c'est de se dire que quand on en tire, et c'est ça la question, qu'est-ce qu'on tire de ces sommets à court terme, à moyen terme et à long terme? Alors, ce dont je vous parle, c'est qu'est-ce beaucoup qu'on plus tire à de moyen et à ces long terme. sommets? Qu'est-ce qu'on tire de ces sommets? Est-ce que, par exemple, si je regarde le cas du sommet qui vient d'avoir lieu en Italie, en gros, l'Italie est arrivée avec son cahier de charge en disant, moi, je vais vous donner un peu d'argent, vous allez former un peu des gens chez vous, soigner mieux les gens en Côte d'Ivoire, mettre un peu plus de projets de développement en Tunisie, ainsi de suite. Ils ont dispatché, mais à condition, bien sûr, que vous limitiez complètement les flux migratoires qui viennent chez nous. Puisqu'il faut le dire, l'Italie est quand même la première porte d'entrée des migrants clandestins sur l'Europe. C'est elle qui prend de plein fouet, l'Italie, tous les premiers migrants qui arrivent par la Méditerranée. Et il est normal que l'Italie arrive avec son cahier de charge. Mais les autres qui sont arrivés, ils sont arrivés avec quoi? Parce qu'on parle du bilan, qu'est-ce qu'on en tire? C'est bien ma question. Moi, j'ai aussi une autre question, Kag. Alors, on va te bombarder de questions, excuse-moi. Auparavant, c'était le colonel Kadhafi qui jouait ce rôle de rempart entre la Méditerranée et l'Europe, en fait. Il arrivait à juguler les flux migratoires. Et lorsqu'il a été, je mets ça entre guillemets, assassiné, on a bien vu qu'il y a eu justement ce déversement, cette chose incontrôlable de flux migratoires. On a même découvert à la suite de cela qu'il y avait un esclavage, en fait. Les Africains qui passaient par cette région étaient réduits en esclavage. Donc, l'Europe contribue à faire disparaître quelqu'un qui était un rempart aussi bien pour eux, mais pour nous, pour l'Afrique. Et c'est comme si on reprenait le même scénario, en fait. Qu'est-ce qui a avancé dans cette histoire? Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, en fait, j'ai l'impression que la diplomatie a été inventée en Afrique. Ah oui? Que l'art de la diplomatie est inventé en Afrique. Parce que les partenaires, certains partenaires occidentaux, par exemple, quand je regarde, ils commettent les mêmes erreurs en continu, comme s'ils répétaient le mythe de Sisyphe. Mais vous pensez que quand vous réunissez des chefs d'État, vous sortez des programmes sur l'immigration. Voilà ce qu'il faut faire. Vous pouvez mettre des tonnes de milliards d'argent. Je peux vous garantir que ça ne marchera pas. Et ceux qui sont là, autour de la table, ils savent pertinemment que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas qu'ils sont dans la duplicité. Non, c'est parce qu'ils sont dans la diplomatie agissante. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les gens viennent, chacun joue par rapport à l'intérêt supérieur de sa nation, de son continent, de son pays. Quand un conteur raconte un conte, quand il finit, il le jette en l'air et dans les traditions africaines, on dit que le conte tombe en 1000 morceaux. Chacun prend ce qu'il peut prendre, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et je pense que quand on vient à des sommets comme ça, nos chefs d'État, quelles que soient les critiques qu'on peut leur faire ici ou là, mais savent ce qu'ils viennent chercher, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et qui peut les aider à avancer dans tel domaine. Donc, que l'Italie vienne avec son catalogue à la Prévert, qui récite tout, on écoute. Mais ça, c'est un art de diplomatie. Mais dans ce qu'on écoute, il y a des choses qui ne vont pas marcher parce que l'Afrique ne peut pas être, par exemple, une barricade par rapport aux populations. La question de l'immigration a des raisons réelles. Ces raisons, il faut les trouver là où il faut les trouver. C'est bien l'analyse au départ que fait l'Italie en disant il y a des raisons profondes, il faut aller les chercher et désamorcer ces raisons-là. Mais la réponse, est-ce que c'est à l'Italie d'aller apporter une réponse comme ça, toute seule, façon de parler? Non, absolument pas. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, dans la diplomatie, en Afrique, quand vous allez voir un adulte, quand vous racontez ce que vous avez envie de raconter, il vous écoute. Il vous écoute, il dit j'ai compris. Vous partez. Les Ivoiriens disent c'est non qui amène palabre. Donc, l'Italie dit ce qu'il a envie de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au fait, quand je parle de certains Occidentaux, nous sommes en 2024. Nous avons un melting pot de population. Nous avons des diasporas dans beaucoup de pays. Nous avons des gens qui font les ponts. Mais il y a des Occidentaux qui ont vécu des années en Afrique, ainsi de suite.
quand on doit prendre certaines décisions, il faut les passer au tamis qui permet de comprendre les valeurs endogènes des uns et des autres, de comprendre ce qu'on dit là. Le non peut ne pas être un oui et le oui peut ne pas être un non. Donc, quand vous ne savez pas ça, vous n'intégrez pas la dimension interculturelle, vous n'intégrez pas les valeurs endogènes des gens qui sont en face de vous, cela veut dire que vous allez parler pendant 40 minutes. Dans les 40 minutes-là, il y a 2 minutes d'intervention qui sont utiles à la personne qui est avec vous. Donc, elle vous laisse parler, elle part avec ses 2%. Voilà pourquoi nous pensons que dans l'évolution positive du monde aujourd'hui, des relations, si de part et d'autre, on n'intègre pas ces données, on va faire des sommets ici, des sommets, et on n'aura pas le résultat satisfaisant partout. Parce que, comme je vous le dis si bien, ce n'est pas à l'Italie de déclarer ce qu'il faut faire en Afrique par rapport à ceci, cela. Il y a des gens qui le font de bonne intention. Je me permets de t'interrompre parce qu'il faut écouter ce qui est dit. Un grand centre de formation professionnelle sur les énergies renouvelables au Maroc. Des projets d'éducation en Tunisie. D'autres pour l'accès aux soins de santé en Côte d'Ivoire. Voilà quelques-uns des projets pilotes du plan Mattei. Le partage est l'un des principes clés du plan et les travaux de ce sommet sont cruciaux pour enrichir le parcours. Quand on entend ça, c'est contraire à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que l'Italie a déjà fait son analyse et dit, bah voilà, il n'a pas fait venir du monde pour demander qu'est-ce que je peux faire avec vous pour transformer profondément et gérer les flux migratoires. Parce que des flux migratoires, je suis désolé, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Olivier, justement, la question qui est posée, elle est pertinente. Est-ce que tu penses réellement que n'importe quel président d'Afrique, n'importe lequel, que l'Italie va prendre sa feuille, va arriver pour dire que moi, j'ai mis tel milliard, vous allez créer telle école comme ça, on va faire ça. Vous pensez que ça va se passer comme ça? Je vous le dis par ça ne va jamais se passer comme ça. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que vous avez des milliards pour créer des écoles. OK? Amenez-les. C'est sur place que les gens vont 5 milliards d'euros quand même. Hein? Oui, mais ces milliards d'euros viennent de quelque part. C'est pourquoi je dis qu'en fait, nous sommes dans une relation diplomatique d'un autre niveau. Il faut apprendre de la diplomatie africaine ce qui se passe actuellement. C'est un autre niveau. Et que les gens qui sont en face n'ont pas des éléments pour décoder. Cela ne veut pas dire que les Africains sont dans la duplicité. Non. Ils jouent leur intérêt et ils consolident les relations bilatérales de part en droit. Et vous allez voir dans 10-15 ans, je vous assure, dans 10-15 ans, les rapports de force vont évoluer. Parce que quand on additionne bout par bout, les gens qui viennent des pays d'Afrique, parce que l'erreur qu'on fait souvent, l'erreur est que de beaucoup d'acteurs aussi de la diaspora parfois, nous pensons qu'ici, quand on réfléchit, que de l'autre côté, les gens ne réfléchissent pas assez. On pense que des fois, de l'autre côté, les gens ne voient pas bien les choses. Non, c'est une erreur fondamentale. Parce que c'est sur le terrain que ça se joue. Eugénie, est-ce que ça voudrait dire, si je décrypte un peu ce que nous dit CAG, c'est dit que les Africains, les chefs d'État africains ont des agendas, mais quand ils viennent, ils écoutent et puis ils font leur marché dans ce qu'on étale. Moi, je rajouterais, est-ce que ça veut dire que les chefs d'État africains ne sont pas dupes? Maintenant, il faut voir chef d'État, parce que chaque chef d'État a son style de gouvernance. Tu disais que la Chine était, il y a quelques années encore, traitée comme un pays sous-développé, on va dire les mots. Elle a réussi à faire trembler, elle réussit maintenant à faire trembler le monde, puisque c'est la première puissance, l'une des premières puissances au monde. Est-ce qu'on va dire que dans 20 ans, l'Afrique sera à ce niveau-là? Est-ce que ces États européens cesseront de considérer l'Afrique avec mépris et enfin vont regarder l'Afrique pour qui elle est? Un continent de richesse avec des hommes et des femmes qui ont l'art de la diplomatie, l'art de gouverner. Je pense que c'est ton cheval de bataille. Je pense qu'aujourd'hui, le monde évolue. Ceux qui le comprennent vite, comme disent les Ivoiriens, Magic System, si tu prends le chemin de je m'en fous, tu arriveras dans le village de si je savais. Ceux qui ne veulent pas prendre le chemin de je m'en fous, essaient de comprendre la mutation du monde, les bouleversements géotectoniques qui sont en cours. Et par rapport à ces bouleversements, il faut se dire que l'Africain est conscient
L'Africain ne cherche pas à Et vivre quels sont-ils, ces seul. bouleversements, Kag? Quels sont-ils? Quels sont les grands bouleversements du monde aujourd'hui? Parce que le monde aujourd'hui est bouleversé de part en droit. Vous avez les relations, les alliances qui se redessinent de part en droit. Vous avez l'Afrique qui a une forme de réveil, d'autodétermination. L'Afrique qui veut avoir sa place parce que l'Afrique a conscience de son poids, de sa puissance. On va être très concret, Kag. On va être très concret. Là, l'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité. En tant que nation, en tant que pays, il n'y a aucun pays qui a vraiment un siège permanent au Conseil de sécurité. Exactement. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Aux Nations Unies, je me souviens, à une certaine époque, encore pas très vieille, c'est la France qui parlait au nom des pays africains, dans les vraies instances où les décisions sont prises. Et quand les gens veulent se réunir pour gérer le monde, on réunit le G20, on réunit, je ne sais pas quoi, le G7, à l'époque c'était le G7, après c'est le G20. Bon, on a invité un peu plus de gens. Concrètement, ça veut dire quoi? Un pays comme le Nigeria, un pays comme l'Afrique du Sud, un pays comme la RDC, 100 millions d'habitants, et qu'on n'invite nulle part pour discuter des vrais sujets qui concernent le monde. C'est ça. C'est quoi les grands bouleversements qui arrivent, qui sont en train de se passer, que nous les mauvais observateurs, nous ne percevons pas. Alors, la question qui est posée, les éléments de contexte sont réels. Je pars de là. Les pays africains ne sont pas au Conseil de sécurité. On n'a pas de décision importante de l'OMC. Dans quasiment toutes les organisations internationales qui pèsent en termes de décision, les pays africains n'ont pas vraiment voix au chapitre. Alors, je donne une métaphore. Vous êtes face à un mur. Le mur, il est en béton, armé. Et que vous avez envie de passer de l'autre côté parce que votre salut est de l'autre côté. Vous avez peut-être trois choix. Soit vous vous cognez au mur pour le faire tomber parce que vous êtes sûr de votre force, ou alors vous essayez d'escalader le mur pour passer au-dessus, à supposer que ça ne fait pas des milliers donc, de mètres en hauteur, ou vous trouvez une stratégie de contournement, ou alors vous cherchez des failles à travers ce mur, des endroits où vous pouvez percer des trous. Quand je vous dis ça, je vous parle de toute la stratégie en cours. Parce que on dit que l'aveugle ne te jette pas la pierre quand il n'est pas sûr d'avoir le pied sur la pierre. Donc, dans ce que nous vivons aujourd'hui, le monde, avec toutes les puissances qui sont là, à un moment donné, c'est les intérêts des pays qui jouent. Donc, si l'Afrique veut jouer dans le Conseil des Nations, soit il y a une pratique frontale avec les conséquences qu'on peut avoir, mais j'y reviendrai parce que je vais vous parler de l'outil Badamassi, par exemple, pour dire que des fois, on a besoin des pratiques, des fois frontales. Ou alors, vous trouvez des stratégies qui vont faire en sorte que, comme disent les Congolais, malembe, malembe, petit à petit, vous réussissez à créer des bouts qui vont faire en sorte que vous allez trouver de la consistance. Et le monde aujourd'hui, comme vous dites si bien, est chahuté. Vous avez la guerre en Ukraine, avec tous les bouleversements que nous connaissons. Vous avez ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, avec on ne sait pas comment ça peut finir. Et vous avez l'Afrique en lui-même, avec tous les foyers de conflit. Et les conflits en Afrique, vous savez que tout le monde entier est présent dans les conflits en Afrique. Et sans compter les relations économiques mondiales. Et donc, vous avez aujourd'hui un monde qui est en ébullition et vient s'ajouter à cela le fait que dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, la jeunesse notamment africaine, la société civile africaine, ce qu'elle ne savait pas hier, le sait aujourd'hui. Or, la première force d'un pays, la première puissance d'un pays, c'est la connaissance et le savoir. Et quand cette connaissance et ce savoir deviennent des outils vulgarisés, et donc les pays deviennent plus puissants. Et cette puissance-là ne va pas s'arrêter. Elle va aller en se démultipliant. Donc, pour gagner ensemble, il faut être intelligent. Et nous disons souvent que si je suis en affaire avec vous et que pendant longtemps, j'ai gagné 95% dans notre accord, si je suis quelqu'un de malin et d'intelligent, si je veux vivre longtemps, si je comprends vite, je préfère venir à un accord 50-50 ou 55-45 et là, je vais vivre longtemps. Mais si je suis comme un varan qui n'entend qu'une parole et son oreille se ferme, je vais peut-être gagner 95% pendant encore 20-40 ans, mais quand je vais perdre, je n'aurai même pas mes yeux pour pleurer. Ça, c'est dans la société africaine. Kag, je ne veux pas dire qui est le varan aujourd'hui dans cette affaire, mais ce n'est pas grave, Eugénie. Alors, je parlais de... je ne sais pas, mais puisqu'on parle de varan, est-ce qu'on peut considérer... Enfin, comment tu considères, Kag,
on va dire, cette évolution de gouvernance africaine. Bon, on a l'impression que c'est la même chose, mais il y a quand même quelque chose de significatif dans ces coups d'État militaires qui reviennent en Afrique. On a vu donc notamment le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Gabon aussi on peut le mettre, on peut l'y ajouter. Est-ce que ces coups d'État sont révélateurs, sont le détonateur on va dire, de ces chefs d'État qui devaient parfois, par diplomatie, par sagesse, par contrainte, se taire? Ils avaient peut-être les mains liées et ces nouveaux dirigeants veulent maintenant dire non, on ne peut plus attendre, il faut maintenant passer à autre chose parce que notre jeunesse frappe à la porte, notre jeunesse est consciente, elle est consciente des enjeux et on veut que l'Afrique quand même tape du poing sur la table. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse, de ma question? Alors, ce que je pense, d'abord, je vais faire un préalable. Je parle des chefs d'État et ici et là, je ne suis pas leur porte-parole. Ils ne me payent pas pour parler. Et donc, je fais une analyse parce que j'ai pris le temps d'observer vraiment en profondeur. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'analyse qui est faite est une analyse exacte. Cette analyse, elle est exacte dans l'évolution du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais, comment dire, les chefs d'État tels que moi, je les vois aujourd'hui en Afrique, je dis souvent, et là, je prends toutes les précautions oratoires, qu'un chef, un adulte ne se déshabille pas en public. Quand je le dis, souvent les gens disent « Ah, voilà, il ne veut pas qu'on critique les chefs. » Je dis « Non, ce n'est pas ça. » Celui qui est outillé dans les pratiques endogènes africaines, dans les traditions africaines, comprend ce que je dis. Là où nous sommes dit sur Eugénie ou Olivier, nos enfants, si ce que nous faisons, on n'est pas toujours parfait, mais si ton enfant en public vient te dire « Papa, mais ce que tu as fait là, ce n'est pas bien, c'est nul », il a beau avoir raison, à l'instant où il ouvre sa bouche là, il a tort sur toute la ligne. Ça, c'est dans la société africaine. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'espace public, en politique ou ailleurs, que nous n'avons plus cette sagesse endogène. Cela veut dire que quand vous parlez à un roi, je prends le mot de roi pour sortir de la dimension président ou autre là, pour qu'on me comprenne bien. Cela veut dire que vous savez comment vous allez lui dire quelque chose pour qu'il comprenne ce que vous allez lui dire. Si vous n'avez pas la capacité de le dire, mais vous allez à votre perte. Quand je dis ça, c'est valable à tout. En famille, dans une entreprise, dans un parti politique, au niveau d'un État. Cela ne veut pas dire que le chef a carte blanche partout, qu'il ne peut pas être critiqué. Cela veut dire que je critique pour quoi faire. C'est pour changer quelque chose. Voilà pourquoi par rapport à la question de Génie, je reviens pour dire que nous avons par exemple dans cet ouvrage à Gamala de gouverner, qui n'est pas destiné aux chefs d'État africains ou ailleurs, parce que la gouvernance, c'est d'abord nous-mêmes en premier. Bien sûr. Nous avons parlé d'un outil qu'on appelle Badamashi. C'est un nom qu'on connaît un peu au Bénin, au Togo, au Nigeria ou ailleurs. L'outil Badamashi, c'est un outil qui nous dit qu'en toute situation, on doit être en même temps attaquant, milieu et défenseur. Actuellement, c'est la CAN. Si une équipe de la CAN, on prend la Côte d'Ivoire, bon, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais le Congo, la RDC aussi, donc je les aime toutes. On verra celui que le meilleur gagne. Si la Côte d'Ivoire, imaginez, n'a qu'une équipe avec des attaquants, la Côte d'Ivoire m'a marqué tellement de buts, mais je vous assure qu'elle va perdre toujours le match. Si la Côte d'Ivoire n'a que des milieux de terrain, la Côte d'Ivoire va tourner en rond, elle ne va jamais gagner un match. Et si elle n'a que des défenseurs, elle va défendre avec force, avec vaillance, mais au final, elle va finir par perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour gagner, il faut conjuguer les forces attaquantes, les forces du milieu et les forces de défense. La stratégie aujourd'hui africaine, même si on peut penser qu'elle n'est pas posée de manière harmonieuse, c'est ce qui se joue. Vous avez des pays qui sont dans des positions d'attaquants. Vous avez des pays qui sont dans la médiation, dans la négociation. Vous avez des pays qui sont en arrière-plan. Tout ça contribue à une seule et unique stratégie, comment s'affirmer. Voilà pourquoi, pour réussir dans cette dynamique, il faut éviter d'être hors jeu. Quand vous êtes hors jeu, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'excès, vous n'êtes plus dans le match. Un joueur qui est hors jeu n'apporte plus rien à son équipe. Donc voilà pourquoi on doit avoir l'équilibre nécessaire. Quand on est attaquant, on a un rôle à jouer, mais il ne faut pas être hors jeu. Quand on est défenseur, on doit contribuer. Et je pense que nous vivons quelque chose aujourd'hui, même si ce n'est pas lié par un seul fil.
en tant qu'observateur, je pense que l'un dans l'autre peut permettre de rééquilibrer les forces et d'avoir de nouveaux partenariats qui seront utiles aux uns et aux autres. Et comme je disais, et les gens vont vivre longtemps avec ce nouveau partenariat. Est-ce que ça veut dire que... pardon, Eugénie. Est-ce que ça veut dire qu'en allant à tous ces sommets-là, on reste dans le jeu, on ne se met pas hors jeu, on ne fait pas la politique de la chaise vide, et après tout, on essaie de tirer son épingle du jeu. Oui, Eugénie. Pardon, je t'ai interrompu. Non, mais, non, mais tu as posé une bonne question. Moi, c'est nous, dans ce match, quelle est notre place en tant que diaspora? La question elle est très intéressante, Eugénie. Parce que nous, diaspora, généralement, nous sommes dans le rôle des attaquants. Nous sommes dans le rôle des attaquants. Ah oui. Yaka, Foka. C'est comme au Cameroun, quand il y a le match, tous les Camerounais sont entraîneurs de football. C'est pareil dans tous les pays. Hein. Parce que tout le monde sait mieux que l'entraîneur. Et c'est pareil partout. Tout le monde sait mieux que l'entraîneur. Il est nul, il n'a pas fait ci. Parce que tout le monde, nous, la diaspora, quand je dis la diaspora, il ne faut pas que j'exagère. Ce n'est pas tout le monde de la diaspora, mais les voix qui portent souvent au niveau de la diaspora, on les voit comme ça. Attaquant. Parce que ce rôle, il est aussi facile. Oui, alors facile. Attaquant, sans te couper, c'est important ce que tu dis, mais quand même, moi je comprends que c'est très lourd de gérer un pays. Tellement lourd que parfois on ne sait pas par quelle prioriser les choses, hein, permettez la tautologie. Mais quand même sur la question de l'immigration, on voit ce déferlement de migrants. En Italie, il y en a eu il y a quelques mois 14 000, 11 000 noirs. Mais ça, même nous, ça c'est effrayant en fait, ce déferlement de migrants depuis Lampedusa. Et je me dis, ok, on peut comprendre que c'est compliqué pour les chefs d'État, mais même ne serait-ce qu'en termes d'empathie, de communiquer, de prise de parole, on ne les voit pas, on ne les entend pas. En tout cas, si on les entend, il y a quelques chefs d'État qui osent s'exprimer sur cette question de l'immigration. Or, c'est le grand sujet, c'est le grand problème. Alors, on se dit, est-ce qu'ils sont entourés? Est-ce qu'ils ont des spécialistes comme toi pour les aider à trouver des solutions? Est-ce qu'ils ont les codes? Est-ce qu'ils ont les clés? Quand ils voient, par exemple, ces migrants à l'hôtel de ville de Paris, qui dorment toutes les nuits à l'hôtel de ville de Paris, par exemple, comment ils peuvent concevoir, comment ils peuvent accepter cela sans rien dire, sans rien proposer? Alors, je pense qu'effectivement, c'est des images qui heurtent beaucoup. Quand on est africain ou même humain tout simplement, parce qu'il n'y a pas que des Africains qui sont heurtés par ces images-là. Et c'est de la misère profonde, les gens qui quittent leur pays, et nous le disions tantôt, personne ne quitte par joie. Les gens partent parce qu'ils ont envie de chercher un meilleur, parce que ça ne va pas comme ils souhaitent. Comment dire? Moi, mon principe, c'est que je ne dédouane pas nos responsabilités, à commencer par nous-mêmes. Je pense qu'il y a des responsabilités de part et d'autre, parce que la faute n'est pas simplement de l'autre côté. Il ne faut pas penser que tout est exogène. Nous avons des responsabilités endogènes. Ces responsabilités-là, il faut les travailler aussi en même temps. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent l'expliquer. Certaines incuries, certaines malgouvernances, il y a beaucoup d'éléments. Mais en même temps, en tout cas, le rôle que moi je joue dans le travail que j'essaie de faire, c'est que, comme je le disais tantôt, un chef se déshabille, ne se déshabille pas en public. Et c'est là la diaspora aussi doit gagner en maturité. Il faut laisser les attaquants faire leur rôle, parce qu'un attaquant est utile. Il y a un conte africain qui dit que celui qui te veut du mal, celui qui te fait du mal ne te veut pas forcément du mal, et celui qui te fait du bien ne te veut pas forcément du bien. Cela veut dire que quelqu'un qui te critique, des fois vertement, c'est la personne qui t'aide à devenir meilleur. Et donc, c'est bon d'avoir des attaquants parfois. C'est toujours bon d'ailleurs. Mais je pense que si nous voulons évoluer, il faut que la force médiane, qui est cette force-là qui permet de faire le pont, de la jonction. Parce que si, Olivier, je t'insulte, si je viens te parler, tu ne peux pas m'écouter. Par contre, si c'est l'autre qui t'insulte, mais je parle avec l'autre, je viens te parler. Il dit, je dis oui, mais il t'a insulté, mais voilà ce qu'il voulait dire. Malembe, c'est addition, multiplication. Je pense que nous avons de quoi avoir une intelligence collective parce que ça ne sert à rien. Personne ne peut gagner tout seul. Personne ne peut avoir raison tout seul.
On dit c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est peut-être sur le mauvais cheval qu'on peut travailler pour avancer. Donc moi, je pense que nous avons des responsables de part et d'autre. Tout le monde, quand il dit nous tous, c'est nous tous. Mais nous devons avancer. Et pour avancer, nous devons comprendre qu'aucun de nous n'a la science infuse dans rien. Notre lecture, nous avons par exemple, là où vous êtes, chacun a un champ de lecture. Un seul champ de lecture. Or, pour gouverner, il faut avoir un champ de lecture 360 degrés. Comment tu fais pour l'avoir? Tu t'entoures. Kag, je me permets de t'interrompre pour rappeler à nos auditeurs, à nos internautes, que nous sommes sur l'Afrique d'une seule voix, dans l'émission L'Hebdo Politique, et que nous recevons aujourd'hui M. Kag Sanoussi, qui est un praticien de la pensée centrale. Et le sujet que nous abordons, c'est un sujet qui a interpellé beaucoup de nos internautes, c'est qu'est-ce qui fait courir nos chefs d'État de sommet en sommet? Donc, cette émission est faite pour vous. Pensez à la partager, à la liker et à vous abonner à notre radio pour permettre de recevoir régulièrement des belles émissions que nous faisons pour vous. Eugénie. Oui, Eugénie. Oui. Je suis d'accord avec toi, Olivier. Il faut suivre l'émission. Et même si vous êtes spécialiste, hein, comme Kag Sanoussi, et vous voulez justement faire avancer le débat, parce qu'effectivement, nous sommes parfois considérés comme des attaquants virulents qui jouons parfois contre notre propre équipe. Bien, si vous êtes un attaquant porteur de bonnes nouvelles, hein, c'est aussi le rôle de la radio, c'est notre slogan, la radio qui donne de bonnes nouvelles. Si vous êtes un attaquant qui savait parler et qui savait aussi actionner justement le mouvement vers une Afrique plus libre, eh bien, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Alors, Kag, est-ce que concrètement, si ça peut arriver, et c'est souvent arrivé à des personnes de la diaspora, si un chef d'État te dit « j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos compétences pour m'accompagner », est-ce que tu accepterais et est-ce que tu connais dans ton entourage des personnes qui ont joué ce rôle-là et qui sont revenus désillusionnés parce que le chef n'écoutait pas? Je pense que le chef n'écoute pas, c'est un problème particulier. Parce que le chef s'entoure et c'est lui qui s'entoure. Et c'est pourquoi souvent, on ne peut pas accuser les entourages des personnes, dire que oui, mais il est bien, mais c'est son entourage. C'est chacun qui s'entoure. Et je pense aujourd'hui que les acteurs de la diaspora ou ailleurs ne peuvent pas priver le pays d'origine ou le continent africain ou le pays où ils résident de la plus-value qu'ils peuvent apporter. Je donne un exemple. Et ça dans tous les domaines, que les gens qui soient attaquants, milieux ou défenseurs, en réalité, quelqu'un qui est attaquant, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie d'avoir le meilleur pour son pays. Il critique parce qu'il pense qu'il est porteur des meilleures propositions. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut se transcender dans même des postures politiques. Quand nous parlons de praticiens de la pensée centrale, c'est exactement ça. Le principe est simple. C'est que je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi, Eugénie, à 100% pour œuvrer pour l'intérêt général. Donc, je ne suis pas obligé d'être ton partisan ou ton opposant. Si toi et moi, on est d'accord à 15% sur un intérêt général et que nous travaillons 100% sur nos 15% d'accord, nous allons tellement réaliser des choses que là où Olivier et moi, nous sommes d'accord à 90% et nous travaillons à peine 10% sur nos 90% d'accord. C'est ça, être praticien de la pensée centrale. Travailler sur le petit pourcentage d'accord parce que ça vise l'intérêt général. C'est comme si dans une pièce, vous avez votre meilleur ennemi et vous avez aussi vos parents. Et on dit qu'il y a des serpents dans cette pièce, il n'y a pas de lumière. Et vous avez une torche. Vous dites non, je ne vais pas mettre la torche là-bas parce qu'il y a mon ennemi dans la salle. Quand vous faites ça, l'intérêt général va où? Votre mère peut-être sera la première à être piquée par le serpent et pas votre ennemi. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, nous devons nous transcender. Cette transcendance doit être individuelle ou collective. Qu'on soit dans la diaspora ou pas, c'est normal d'avoir des divergences. Moi, je suis un démocrate et je conçois que dans chaque pays, il puisse y avoir majorité et opposition. Il puisse y avoir des gens qui sont opposés. C'est normal. C'est la démocratie. Au-delà de ça, par rapport à l'intérêt général, nous devons apprendre à conjuguer. Cela ne veut pas dire que tout le monde est sur la même bannière. Mais on peut ne pas être dans le même parti. Mais quand il y a l'intérêt d'un pays,
on est ensemble. Et l'exemple que vous posiez, par exemple, au niveau des diasporas, dans les sommets internationaux, qu'est-ce qui empêche de dire que, mais écoutez, moi, je suis, c'est pas moi de la Centrafrique. Le président centrafricain vient, il a un sommet avec, je sais pas moi, des entrepreneurs. Il dit, bon, ok, dans ma diaspora, je connais des gens, je ne connais pas des gens. Il y a des gens qui sont pour moi, des gens qui ne sont pas pour moi. Mais je fais appel à la diaspora. On réunit une quinzaine d'acteurs. Voilà les sujets. Et que vous travaillez sur ça. Vous êtes dans la délégation. Et je vous assure, s'ils font ça, les acteurs de la diaspora, eux aussi doivent changer. Pourquoi changer? Parce qu'ils ne vont pas dire, ah non, il m'appelle parce que moi, je ne l'aime pas, je suis dans le parti opposé. Mais ce n'est pas ça qu'on te demande. Ton pays vient pour des négociations. Oublie vos mésententes. Là, sur l'intérêt général, c'est sur vos 15%. Sur les 15%, Centrafrique, oui. On a besoin de développer, oui. Ben, je viens. Mais après tout, je ne suis pas d'accord avec toi, Adela. C'est mon droit. Après, je peux le critiquer si je veux. Mais sur les 15%, je viens travailler et on négocie. Si nous arrivons à cela, ce n'est pas parce qu'on est vendu, c'est parce qu'on vise l'intérêt général. Et je pense que nous sommes capables de cette transcendance dans tous les pays d'Afrique et du monde entier. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui... Oui. Oui, tu n'as pas répondu à ma question. Si toi, on te demande, Kak Sanoussi, tu n'as pas répondu à ma question, je voudrais que tu y répondes, mais parce que ça permettra à des personnes dans cette situation de prendre la bonne décision, parce que quand on est installé en Occident, quand on sait le chemin parcouru pour trouver une place, avoir une empreinte dans le pays où on a choisi de s'installer, on peut être partagé, ça peut être un dilemme de se dire ah ben, je suis demandé, convoqué par le président de la République de mon pays, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? C'est quand même un risque à prendre. Avant de répondre à ta question, Eugénie, oui. J'invite les internautes qui sont connectés à partager cette émission parce que, CAG, la réponse à Eugénie. La question d'Eugénie, elle est directe et je réponds directement parce que, oui. En fait, servir son pays d'origine, nous le faisons déjà de différentes manières. Ah oui. Et nous avons déjà répondu et on répond avec des amplitudes différentes en fonction des moments et des circonstances. Là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez servir votre pays, soit en étant sur le terrain ou ailleurs. Voilà, je pense qu'une maison, ce n'est pas un endroit physique, c'est un mindset, c'est l'appartenance. Et donc, ne pas refuser d'apporter une aide parce que nous sommes tous utiles. Tout le monde est utile à un poste donné, à un endroit donné. Voilà pourquoi je pense qu'à ta réponse, nous sommes déjà dedans. Et j'ai été vice-président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, par exemple. On continue à œuvrer parce que ce serait une parjure que de refuser d'apporter une aide à la nation qui t'a vu naître. Qui tu es pour ne pas apporter cette aide-là? Voilà pourquoi je parle de la transcendance. C'est-à-dire que même si tu penses que tu n'es pas en acquaintance avec un tel, dès lors que c'est l'intérêt général, mais prends sur toi. Il faut que nous dépassions, ah oui, il est avec un tel. Ça, c'est suranné. En tout cas, moi, dans la philosophie qui est la mienne aujourd'hui, et c'est ce que je dis à beaucoup de jeunes, apprenons à nous transcender. Cela ne veut pas dire qu'on est sous la même coupole. Chacun a le droit d'avoir son appartenance. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, souffrons de travailler avec les gens avec lesquels on n'est pas en accord à 100%. C'est l'intérêt général et la nation nous le voudra. Voilà ma réponse. Ça veut dire quoi? Même pour les États africains qui viennent, parce que quand moi je lis un peu pour revenir à notre sujet là, quand je lis l'offre faite par l'Italie à l'ensemble des pays africains, où est l'intérêt général? Sur quel socle les pays peuvent s'entendre pour avancer vers une solution? Parce que je vais plus loin. Imaginons qu'on résolve le problème de l'immigration de la Côte d'Ivoire. Que les Maliens continuent pas à arriver par la Côte d'Ivoire pour venir. On n'aura pas résolu pour autant le problème. On fait un développement des panneaux, écoles de panneaux solaires au Maroc. Pour autant, est-ce que les gens d'Afrique noire qui viennent nombreux au Maroc et qui tentent de passer vont plus passer? Où est l'intérêt général sur lequel, dans un sujet comme ça, on revient à notre sommet, qui peut faire consensus pour que tout le monde se mette à se bagarrer pour? Moi, j'ai une autre question.
Où est l'intérêt général? Donc, bonne question de Olivier Segbo. Et puis, je pense qu'il y a un déficit de communication à plusieurs niveaux. Déjà, sur les réseaux sociaux, nous constatons tous que il s'agit de parler de sujets sérieux, hein, lorsqu'on parle en profondeur de sujets sérieux, on est très peu regardé, on est très peu suivi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à la limite, c'est une boutade, hein, mais je me mettrais en train à danser une danse lascive, il y aurait beaucoup de vues. Donc, c'est pour dire en fait qu'il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'informations de qualité, de profondeur, mais ceux-là même, hein, je parle de la diaspora, les attaquants que nous sommes, qui cherchons des solutions, qui critiquons nos chefs d'État africains, on ne va pas chercher l'information en fait. On s'arrête juste à la surface et on ne prend pas le temps d'aller demander, de faire des émissions, de s'informer pour savoir justement après ces sommets qu'est-ce qui se passe, parce que entre les projets qui ont été décidés, mais il y a quand même un temps qui va se passer. Et entre-temps, qui en parle en fait? Où est-ce qu'on va chercher l'information? Je pense qu'il y a un déficit de nos chefs d'État, de leur équipe, à expliquer avec pédagogie ce qui va se passer, ce qui va se faire. Et puis de notre côté aussi, on ne s'arrête, c'est ça en fait, on s'arrête qu'à l'image en fait. C'est vrai que c'est frappant de voir ces images de chefs d'État qui se serrant la main, photos de famille, et après il ne se passe rien. En fait, on ne sait pas ce qui se passe après. Et c'est ça en fait qui est contre-productif à tous égards. Oui, effectivement, je pense que il y a nécessité de renforcer la communication. Il y a nécessité d'associer davantage. Et je pense que les peurs de part et d'autre, de l'accueil, parce qu'il y a ça aussi qui se joue. Et comment on est reçu? Et est-ce que, et quand je dis, chacun doit balayer un peu devant sa porte, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des pratiques fermées entre soi. Il n'est pas avec moi, donc je ne fais pas avec lui. Oui. Et donc, on peut se priver de compétences pour rien. Et la transcendance dont je parle, c'est ça aussi, de se dire que, ben oui, mais il n'est pas d'accord avec moi, mais il peut être utile. On va avec. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt général, pour revenir à cela, il existe. Il faut le voir dans une vision panafricaine. Dans une vision panafricaine, même si les choses ne sont pas posées aujourd'hui, je me souviens, en temps au niveau de l'Union africaine, ils avaient une stratégie de pôle de compétences. Des chefs d'État devaient développer tel domaine. Je pense que c'est un processus qui est important. Oui. Et on n'est pas obligé d'avoir des panneaux photovoltaïques dans tous les pays. On peut l'avoir dans un pays et d'autres pays peuvent développer autre chose. Et la question telle que vous l'avez posée, effectivement, après ce sommet, ce n'est pas fini. Il y a tout un cheminement avant que les choses ne se mettent en œuvre. C'est là où les acteurs peuvent intervenir. Parce que la feuille qui a été donnée, là, toute lisse, là, elle sera froissée dans la mise en œuvre. Parce qu'il faut la prendre, la gammater, l'adapter aux réalités endogènes pour que ça réponde réellement aux besoins des pays. Et j'interviens sur la question de l'immigration. L'immigration ne sera pas réglée d'une baguette magique. Non. On a beau faire des plans, parce que les raisons de l'immigration sont profondes et lointaines. Tant que, justement, il n'y aura pas un développement endogène structurant, utile par rapport à beaucoup de pays, et que ces pays seront en mesure de déployer convenablement leur modèle économique, mais on ne résoudra pas le problème de l'immigration. On peut construire tous les barbelés du monde. On ne réussira jamais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus. Et c'est là où je dis que si on est tous intelligents, je pense que nous le sommes, on fait comme Magic System, on ne prend pas le chemin de je m'en fous. On essaie de comprendre, on voit pourquoi aujourd'hui les gens quittent les pays. Il ne faut pas simplement indexer les politiques des pays, hein, en disant que oui, il n'y a pas de démocratie, pas assez de démocratie ici et là. On peut avoir des problèmes par endroit, mais il y a d'autres raisons encore plus structurelles. Les développements économiques, l'incapacité des pays. Comme je disais, beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas la même mise sur beaucoup de choses. Et donc, c'est des éléments qui peuvent handicaper. Je ne dis pas que ça exonore de nos responsabilités en propre, mais ce sont des éléments à prendre en compte. Voilà pourquoi mais aussi je pense Crac, sans te couper, excuse-moi, mais il y a aussi le facteur humain. C'est-à-dire que même si nos chefs d'État mettaient en place des structures pour faire en sorte que leurs compatriotes restent dans le pays, il y a quand même le facteur humain. C'est-à-dire quelqu'un rêve d'aventure, il est convaincu que partir de son pays alors il peut travailler, il peut faire de l'agriculture, il peut se former dans l'informatique, dans les métiers numériques. Il y a des opportunités dans le pays, mais si beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous sommes convaincus que c'est seulement à l'étranger
qu'on va réussir, là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. C'est évident, parce que justement, cette question-là est posée, elle arrive à bon escient. On ne va pas bloquer les gens de sortir d'un pays. On peut avoir tout dans un pays, mais on a envie d'aller voir ailleurs. Peut-être que quelqu'un a envie de vivre au Japon parce qu'il aime la culture japonaise. Il a beau être du Rwanda, mais c'est le Japon qu'il a envie de vivre, il va au Japon. On ne va pas lui interdire. Donc, je C'est une pense liberté. qu'effectivement, Oui. c'est une liberté. Et ceux qui veulent le rester, parce que la question, c'est que certains partent par dépit, par défaut d'eux. C'est surtout ces personnes à qui on s'adresse en disant que mais, si ces personnes ont le minimum qu'il leur faut, elles resteraient peut-être. Mais certains partiront quand même parce qu'ils ont envie d'avoir autre chose, de vivre autre chose. Certains ont envie de sentir le froid plutôt que la chaleur. Oui. C'est aussi normal. Parfois aussi, ces personnes qui partent, sachant que c'est difficile, que c'est dangereux, se retrouvent dans des situations assez difficiles. On a vu par exemple des femmes qui allaient dans les pays du Koweït pour être des ménagères, des nounous, et qui se retrouvaient esclavagisées, qui étaient martyrisées, même qui mouraient en fait. On a vu des images terribles. Et malgré tout, ça n'empêche pas les gens de quitter leur pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que nous, en tant que diaspora, on n'a pas aussi un rôle pour dire ou pour répondre aux appels de détresse de justement d'autres membres de la diaspora qui vivent dans les pays dangereux et négrophobes? Oui, nous avons, parce que certains pays ont commencé à le faire, nous avons à structurer nos diasporas. Nous avons à créer des ponts dans les diasporas pour que ceux qui sont à côté, si vous êtes au Liban, vous êtes mieux informés sur les réalités des choses au Liban et vous pouvez parler aux filles de vos pays ou des mouvements pour dire qu'attention, ici, voilà comment les choses se font. Je pense que ça, les diasporas se structurent et certains pays ont mis en place des dynamiques par rapport à la structuration des diasporas, d'autres l'ont peut-être pas encore fait, mais dans tous les cas, que ces dynamiques existent ou pas, c'est une responsabilité des diasporas. Informer. L'information, c'est le nerf de la guerre. Et autrement, on va vivre des situations qu'on va regretter à chaque fois. Parce que, comme on le dit si bien, l'immigration, rien ne va l'arrêter et les gens ont des raisons légitimes de partir. Et ça, je pense que c'est une équation qu'il faut prendre en considération pendant que nous parlons de l'immigration irrégulière, ce dont parle notamment l'Italie. Kag, nous abordons les 8 dernières minutes de l'émission. Et si je peux me permettre de résumer, la première chose que tu dis, c'est que, l'information, c'est le carburant qui fait tourner aujourd'hui le monde. C'est vraiment l'accès à l'information. La deuxième chose, c'est que il faut que tout le monde ne soit pas que des attaquants. C'est bien ça. C'est ça. On peut jouer des rôles différents, mais n'être que des attaquants qui attaquent tout le temps en public nos chefs d'État, à un moment donné, notre parole peut ne plus compter. C'est bien ça. Le deuxième enseignement que je tente de résumer maladroitement et génie. Et enfin, le dernier truc qui est ressorti, le dernier point qui est ressorti vraiment de notre discussion, c'est que l'intérêt général, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. On peut être d'accord ne serait-ce que sur 15%, mais on met 100% de notre énergie à réussir ce 15% sur lequel nous sommes d'accord. Est-ce que je me suis un peu aventuré là pour expliquer ce qui fait l'ossature de ta réflexion? C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le Soubni, le praticien de la pensée centrale. C'est ça. C'est-à-dire que, et au fait, en réalité, nous le sommes tous. Nous sommes tous des praticiens et des praticiens de la pensée centrale. Certains plus que d'autres. Oui, mais dans la vie quotidienne, quand je prends, chacun s'aperçoit que dans la vie quotidienne, nous sommes des praticiens. Regardez l'exemple d'un couple. Et dans le couple entre monsieur et madame, vous pensez qu'on est d'accord à 100%? Jamais. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On fait addition, multiplication et on avance. Même dans un même parti politique, dans le même parti politique, vous pensez que les gens sont d'accord à 100%? Non. Et pourtant, ils militent ensemble. Donc, au fait, en réalité, nous sommes d'accord sur cette pratique de la pensée centrale. Et pourquoi, dans nos formations, quand nous enseignons sur ça, en réalité, on n'apprend rien à personne, mais on réveille à chacun ce que nous pratiquons déjà et chacun comprend qu'il faut tracer des diagonales entre les petits points de convergence quand on sait l'intérêt général. C'est ça l'intérêt des formations. Réveiller en nous des fois des choses que nous avons
que nous n'avons pas conscience. Parce que quand on parle en formation, généralement, nous pensons qu'on n'apprend que 10% de choses nouvelles. Le reste, c'est des choses qui sont déjà de manière empirique. Ah, il dit, ah, c'est comme ça, moi je le fais comme ça. C'est ça l'intérêt. Et être praticien de la pensée centrale, ça nous prémunit de beaucoup de choses, des conflits inutiles, complètement inutiles. Oui, on n'est pas d'accord sur 80%. D'accord, on aura le temps de régler ça, mais sur les 20%, on avance. Bon, pendant ce temps-là, les enfants vont à l'école et c'est important. Et construisons sur les 20% sur lesquels nous sommes d'accord. Et mettons 100% de l'énergie à construire sur les 20%. Donc, Eugénie. Mais écoute, Kag, ce que tu me dis me fait penser à ce qui se passe bien souvent. On est parfois très attaquant, surtout quand on est à l'étranger. Et puis, je pense que nos chefs d'État, comme tu l'as si bien dit, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Et je pense qu'il y a un président qui était très fort dans cela, Omar Bongo Ondimba, qui, quand il était confronté à des gens qui s'opposaient vraiment vertement à sa gouvernance, bien, le président Bongo invitait l'opposant et il disait, bon, maintenant, montre-moi que tu es capable de faire ce que tu condamnais. Et bien souvent, on voyait bien que ces attaquants, ces opposants retournaient leur veste, en fait. C'est pour dire, en fait, que la réalité du pouvoir, c'est vraiment un monde à part. C'est un autre monde. C'est facile de critiquer de l'extérieur, parce qu'on a de la chance, hein. On a les réseaux sociaux presque gratuitement. On est dans un pays de liberté. Mais quand on arrive au pays, quand on est face au pouvoir, face au chef de l'État, face à toute la synergie autour, et on se rend compte que ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est ce que tes propos m'inspirent. Oui, tout à fait. Et ça, tu vois, je me dis, surtout, c'est un message par rapport aux gens qui sont de la diaspora, quand nous rentrons. Celui qui est là, quel que soit le diplôme que tu as en arrivant, il sait plus que toi. Il sait plus que toi. Donc, si tu n'as pas l'humilité de comprendre, on a dit, ouais, pourquoi on peut vite s'énerver parce que ce n'est pas dans le schéma de référence auquel on est habitué. Mais celui qui est sur le terrain, il sait plus que toi. Si tu ne viens pas avec respect pour comprendre, tu ne peux pas apporter ta plus-value. Donc, la porte est fermée en même temps. J'ai eu l'expérience d'une amie qui travaille à la poste. Je suis dans l'administration. Mais ce qu'elle sait de l'administration, mais je ne le sais pas. Mais j'apprends d'elle. Je regarde, je vois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette humilité-là, voilà, c'est le mot. Il nous faut porter ce manteau de l'humilité. On dit celui qui est grand se baisse pour saluer celui qui est plus petit. Quand tu estimes que tu es grand, que toi tu rentres, tu as le savoir, donc fais-toi petit. Laisse que celui que tu penses qu'il ne sait pas t'apprenne. Même dans son ignorance, là, il va t'apprendre des choses. Et quand tu auras appris de lui, tu vas pouvoir mettre en place ta science. Et là, tu vas détonner. Donc, je pense que de part et d'autre, je n'accuse pas la diaspora, hein, parce que je suis dans la diaspora, j'en parle. Mais je pense que de part et d'autre, chacun doit faire l'effort. Quand on voit aussi quelqu'un arriver de la diaspora, ne pas commencer à penser que c'est un arrogant. Parce qu'il n'a peut-être pas la maîtrise. Pas penser qu'il vient prendre leur place. Il ne vient pas la place. Non, c'est addition, multiplication. C'est de part et d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement à faire partout qu'un seul doigt, comme on dit, ne gratte pas le dos. Il faut la conjugaison de tous les doigts pour gratter le dos. Et nos pays en ont besoin. Partout où nous sommes, il faut que nous soyons dans addition et multiplication. Merci. C'est sur ces mots de beaucoup d'espoir, Eugénie, que nous allons... Et beaucoup de sagesse. Ah oui, beaucoup de sagesse, hein, et porteur d'espoir et d'espérance d'ailleurs, que nous allons conclure en passant la parole. D'abord, Eugénie, qu'est-ce qu'on peut dire de cette heure qu'on vient de passer ensemble? Ce que je retiens, et je l'entends parce qu'on a beaucoup discuté, Olivier, hors antenne, ce que je retiens, c'est que nous devons, nous aussi, diaspora, apprendre à faire corps. Parce qu'on est attaquant en direction de nos dirigeants, mais aussi on est bien souvent aussi attaquant les uns contre les autres en diaspora. Ce qui fait que même du côté du pays, on n'est pas respecté. Moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment, je lance un appel du fond du cœur pour que nous apprenions à nous soutenir les uns les autres. Kag Sanoussi fait un travail colossal. Je pense que c'est quelqu'un qui construit la pensée africaine, non pas, en fait, qui la construit, mais qui l'écrit, en fait, qui nous fait comprendre que nous avons déjà en nous cette puissance, cette capacité, cette sagesse, cet art de gouverner, il est en nous. Mais
il faut l'acquérir, il faut suivre les formations, il faut acheter son livre. Apprenons à nous soutenir les uns les autres. Un Français, un Chinois, je sais pas moi, quelqu'un qui est de l'Occident achèterait, publierait le livre que tu as publié, ben on serait prompt à l'acheter, alors qu'en fait on devrait en fait se soutenir davantage. On devrait se soutenir davantage. Voilà, c'est mon mot de fin. Et je pense qu'il faut acheter le livre de Kak Sanoussi, donc Agama, l'art de gouverner. Merci beaucoup. Merci Kak de nous avoir consacré cette heure. Et infiniment merci Eugénie d'avoir fait cette conclusion. Donc, je rappelle que l'hebdo politique, c'est tous les lundis. À 19h30. À 20h30, où nous recevons un illustre invité qui vient nous partager son regard sur un point saillant de l'actualité. On aurait pu parler du Sénégal, on aurait pu parler d'autres pays, mais vous savez, des fois, prenant du recul sur les sujets, sur l'actualité, ça permet aussi d'avoir une réflexion bien plus posée qu'on ne le pense. À lundi prochain, même heure. Peut-être il ne voulait pas dire un mot, il a déjà conclu. Ah ben, Kag, alors, un mot de Kag alors. En une minute. Vous remercier et saluer le travail que vous faites, souhaiter donc que beaucoup d'Africains, de non-Africains viennent sur la radio L'Afrique d'une seule voix, parce que c'est la communication qui est un élément important. Et aujourd'hui, nous atteignons la diaspora, nous parlons les uns aux autres, et je garde cette idée partout, soyons dans addition et multiplication, et c'est comme ça que nous allons réussir. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci infiniment. Merci, Kak. Bonne soirée Olivier. Et à lundi. Merci. À lundi.